Bonjour à tous. Bonjour. 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 On n'a que 12 participants. On va attendre encore un peu parce qu'il manque du monde. Hop. Bonjour à ceux qui arrivent. Bon, je pense qu'on va commencer et les prochains prendront en route. Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas vus encore. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle session du Lauréhub. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Emma Teneur, la responsable du club. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Jordan Scheer, manager du pôle tertiaire et industriel chez Lauré, et de Bernard Guillou, qui est responsable produit. Un chat est à votre disposition pour poser toutes vos questions lors de la visio. Pour faire un rapide sommaire du jour, je vais commencer par une présentation du club, puis Jordan fera un focus métier sur la TASCOM, suivi par Bernard qui vous parlera du fonctionnement de la TASCOM dans OptiTax et qui vous fera une démo dedans. Nous aurons ensuite un premier temps pour des questions et ensuite il fera donc la deuxième partie, la démo. On finira par les actualités du club. Donc voilà pour le programme. Avant de commencer, je voulais rapidement vous parler du Lauréhub. Donc le Lauréhub, c'est une association loi 1901, totalement indépendante de Lauré. Notre conviction, c'est que utiliser une solution Lauré, c'est une nécessité pour vous, mais copiloter son évolution avec vos pairs, c'est une opportunité. Donc on l'a vraiment pensé comme un espace dédié pour parler expertise avec d'autres professionnels qui utilisent Alphonse, Milo et OptiTax au quotidien. Pour faire vivre ce partage, on vous donne rendez-vous chaque mois avec les mardis du Hub comme aujourd'hui. Et petite précision très très importante, ces webinaires, ils sont actuellement ouverts à tous, mais ils seront bientôt destinés uniquement aux membres du club. La bonne nouvelle, c'est que l'adhésion, elle est gratuite pour les membres pionniers, pardon. Je vous encourage donc vivement à sauter le pas pour continuer à profiter des échanges, des ateliers de co-création, des ateliers pour monter en compétence sur les outils. Pour ma part, je vais vous mettre le bulletin d'adhésion dans le chat et je vais laisser la parole à Jordan pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Merci Emma. Donc effectivement, juste pour recadrer les choses, on a prévu 1 heure sur ce webinaire, parce que la dernière fois, le webinaire sur la CVAE était assez dense. Le sujet de la TASCOM l'est un peu moins, donc il est fort à parier que potentiellement on pourrait finir un peu plus tôt, mais on s'est dit qu'on prévoyait large encore pour cette fois-ci. Donc avant de parler du fonctionnement vraiment de la TASCOM sur OptiTax, vous savez, à chaque fois, on refait un focus métier rapide autour de la TASCOM, hein, éventuellement pour ceux qui utilisent peut-être pour la première fois OptiTax sur cette taxe-là, ou peut-être des personnes qui découvrent même voilà, la taxe. Donc, on va être assez rapide parce qu'effectivement, la TASCOM, on va voir qui la paye, qui l'encaisse et à quel moment. La TASCOM, aujourd'hui, c'est une taxe donc sur la surface commerciale qui vise les commerces de détail, donc créés ou agrandis depuis 1960. Donc c'est large, mais il y a 2 seuils qui viennent filtrer. Et attention, ils sont cumulatifs, donc il faut une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés et un chiffre d'affaires hors taxe d'au moins 460 000 euros sur l'établissement. Si un des 2 seuils n'est pas atteint, eh ben, il n'y a pas de TASCOM.
Donc le point important dessus, c'est aussi la notion d'ensemble commercial. Plusieurs magasins qui juridiquement sont distincts mais regroupés sur un même site, typiquement une galerie commerçante, peuvent être considérés comme un seul ensemble. Donc des commerces individuellement sous le seuil de 400 mètres carrés pourraient être assujettis via ce système de regroupement, hein, l'établissement s'étend de l'unité locale, c'est-à-dire le local et ses dépendances qui lui sont attenantes. Donc, qui l'aperçoit? Donc ici, c'est rapide, c'est les communes et les EPCI. Et enfin, la périodicité, elle est finalement annuelle avec des échéances dont on va parler dans un instant. Mais effectivement, la grande échéance, c'est le 15 juin pour le formulaire 3350. Et en cas de cessation d'activité, on bascule aussi sur le formulaire 3350C. Mais Bernard détaillera un petit peu ce point juste après, dans quelques minutes. Donc maintenant qu'on a vu qui est assujetti, donc concrètement maintenant comment se calcule la taxe, hein, la formule est plutôt très simple. C'est la surface de vente fois le tarif au mètre carré. Le taux va varier en fonction du chiffre d'affaires, hein. Donc on a les barèmes, hein, qui s'affichent sur le tableau que vous voyez en dessous. Donc plus le CA au mètre carré est élevé, plus le taux grimpe. Et donc c'est donc une logique ici qui est progressive. Concrètement, un hypermarché alimentaire reste souvent sur les tranches basses parce qu'effectivement le CM au mètre carré est plutôt bas, et une autre boutique type bijouterie ou magasin haut de gamme bascule très vite vers les tranches hautes parce que le CA annuel par mètre carré est plus élevé. Voilà, après, ce qui est important, effectivement, ce n'est pas forcément le point important, c'est le barème par palier fixe, hein, donc j'en ai discuté, et c'est typiquement là où le genre de calcul au petit axe va vous éviter des erreurs manuelles. Le barème de 2026, c'est le même que 2025. Les coefficients sont bien à jour. Je vous ai remis quelques éléments, hein, qui permettent effectivement de connaître les éventuelles diminutions ou majorations dans certains cas. Mais dans tous les cas, tout ça est bien géré sur Optitax, comme va le montrer dans quelques instants Bernard. Et je te passe la main. Merci bien. Alors, donc moi, je suis le responsable produit, hein, vous me connaissez pour la plupart. Du coup, j'ai une vision très fonctionnelle de l'application, en plus de la partie légale que vient de présenter Jordan. Et pour que l'application fonctionne, nous avons besoin de certains éléments. Donc, les premiers, pour éviter une 3350, qui est la finalité finalement de la TASCOM, il faut renseigner le parc immobilier. Le parc immobilier étant la colonne vertébrale de l'application, on en a parlé plusieurs fois lors de nos webinaires, et bien là encore, il a tout son intérêt. D'une part, au niveau des sociétés du parc immobilier, il y a la possibilité d'associer votre société à la TASCOM. Si on ne le fait pas, la société et ses établissements n'apparaîtront pas dans le module. Donc, si on veut voir cette société et ses établissements pour pouvoir faire les calculs, il ne faut pas oublier donc de cocher le module. Ensuite, dans le parc immobilier, nous allons traiter un peu de la même manière que la tête de groupe au niveau de la CVAE. Ici, on a la tête de réseau. Il faut aussi concevoir que dans les regroupements, dans les seuils qu'a abordé Jordan, il y a la notion d'enseigne, et que on peut avoir des établissements, une multitude d'établissements qui ont la même enseigne commerciale. Pour autant, individuellement, ils n'ont pas les 400 mètres carrés, mais globalement, ils atteignent un autre seuil qui est le seuil des 4000 mètres carrés. Et donc, c'est le regroupement par enseigne qui permet de faire ce cumul et donc d'atteindre ou pas les seuils. Et donc, en tout cas, c'est l'outil qui a besoin de cette information. La tête de réseau, ça concerne la TASCOM et ça se trouve dans le parc immobilier. Enfin, on a les dates pour la société. Évidemment, une société qui n'est pas ouverte, elle n'est pas imposable. Ou si elle ouvre plus tard, elle sera peut-être imposable, mais plus tard. Mais en tout cas, les dates sont importantes. Quand on va descendre dans le parc immobilier au niveau des établissements, là aussi, il y a des modules. Évidemment que l'intégralité des établissements d'une société ne sont pas forcément concernés par la TASCOM. Donc, on peut faire le choix. On coche, on décoche. Ça évite d'alourdir
l'affichage dans le module TASCOM. J'ai une centaine d'établissements, peut-être que j'en ai que 80 qui sont redevables de la TASCOM, donc je peux cocher ces 80-là. Les 20 autres vont rester visibles dans le parc immobilier, mais je ne veux pas les voir dans la TASCOM parce qu'ils ne sont pas concernés. Il est important aussi de mettre à jour les SIE. Jordan l'a dit, le redevable, c'est vous. Le percepteur, c'est l'administration, le SIE. Donc, c'est dans le parc immobilier où on fait le lien entre les deux, l'établissement, la notion d'établissement et son SIE. Ainsi, quand on va éditer la déclaration, l'adresse du SIE apparaîtra directement sur le CERFA. Donc, parc immobilier, parce que c'est une information récurrente. On ne change pas tous les jours de SIE. C'est une donnée permanente d'une année sur l'autre, etc. Là aussi, on va avoir la notion des dates. La date d'ouverture, la date de fermeture. Donc, la très grande majorité, c'est l'année. En gros, l'établissement a été ouvert il y a longtemps et on ne sait pas quand est-ce qu'il va fermer. Donc, l'outil TASCOM, le module TASCOM va prendre 365 jours ou 366 les années bissextiles. Mais globalement, ce sont les dates qui vont nous permettre de voir si l'établissement est imposable ou non. Et enfin, il y a une dernière information importante dans le parc immobilier au niveau de l'établissement, c'est le code INSEE. Le code INSEE, il est important parce que dans le module de TASCOM, il y a une fonction qui va aller chercher les coefficients multiplicateurs qui se trouvent sur impôt.gouv. Dès qu'ils paraissent, on les importe et on les met à votre disposition. Et la relation qui est faite entre ce fichier, ces coefficients multiplicateurs, et votre base de données OptiTax, c'est le code INSEE. Donc, il arrive de temps en temps que lorsqu'on remplit le parc immobilier, le code INSEE n'est pas tout à fait le juste, pas tout à fait bon. Peut-être qu'il y a eu une erreur ou en tout cas, on s'est mal orienté. Et du coup, on a un formulaire de TASCOM, dans le module TASCOM, qui va afficher un coefficient multiplicateur qui ne va pas correspondre au coefficient multiplicateur que vous allez trouver sur le CERFA préimprimé fourni par l'administration. Ça arrive, effectivement. Et bien souvent, c'est le code INSEE qui n'est pas tout à fait celui retenu par l'administration. Donc, petite attention à ce niveau-là. Par ailleurs, on a fait une petite mise à jour la semaine dernière. Donc, tout ce qui est les grandes communes, Paris, Lyon, Marseille avec les arrondissements, on avait un fichier ancien qui était stocké dans la base avec les coefficients par arrondissement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. L'administration donne un coefficient pour la commune. Donc, la mise à jour a été faite. Donc, voilà. Normalement, pour ces grandes communes-là, il ne devrait plus y avoir d'écart sur les coefficients. Donc, ces informations qu'on a dans le parc immobilier vont engendrer des automatismes. Et donc, notamment, ce que je disais à l'instant, le code INSEE qui est hyper important. Et à partir du code INSEE que vous avez mis dans le parc immobilier, on va vous proposer le coefficient multiplicateur qui correspond à l'adresse de votre établissement. Et grâce aux dates, l'outil va pouvoir vous dire si vous êtes dans le cas d'un formulaire 3350, déclaration parce que l'établissement a été ouvert tout au long de l'année, ou alors 3350C, s'il y a une cessation d'activité. Ce sont des automatismes, donc il faut veiller à ce que les informations soient correctement renseignées. Évidemment, pour enseigner ces informations, lorsque vous avez une volumétrie importante, eh bien, on ne va pas le faire à la main, établissement par établissement, il y a des formulaires, il faut cliquer, c'est un peu long. Donc, il existe des matrices de pré-remplissage qui sont dans l'outil. On peut télécharger la matrice, même si vous êtes déjà alimenté. La matrice est pré-remplie des données existantes. On peut mettre à jour ou on peut repartir de zéro. Ça, c'est en fonction de vos besoins. Ces matrices sont à votre disposition à la fois pour la 3350 et à la fois pour la 3350C. C'est des matrices distinctes, ce qui permet de pas de se tromper sur l'importation des données. On peut évidemment saisir à la main également. Une fois que les informations sont renseignées, les CERFA vont paraître remplies, c'est-à-dire que toutes les informations que vous avez mises dans le parc immobilier, dans le formulaire, vont apparaître sur le CERFA. Le CERFA, il n'y a plus rien à faire. Éventuellement, poser votre signature ou, si vous le souhaitez, apposer l'image de la signature et éditer avec une lettre d'accompagnement. Cette lettre d'accompagnement, elle a pour objectif, essentiellement, de vous permettre de ne pas avoir de problème lors de l'envoi des déclarations papier. Quand on met la déclaration dans l'enveloppe, on essaye de mettre l'adresse du SIE dans le format de la fenêtre de votre enveloppe. Parfois, malgré tout, avec la place que l'on a et le préimprimé que nous donne l'administration, des fois ça bouge un peu, donc on a des fois des retours à l'envoyeur
parce que le document a bougé, l'adresse n'est pas bien visible. Donc, on a contourné un peu le problème en mettant une lettre d'accompagnement. Ce n'est pas tant le texte qui figure dessus, mais surtout le fait qu'on met exactement au bon endroit sur la lettre d'accompagnement l'adresse du SIE, ça tombe pile poil dans la fenêtre, il n'y a pas d'erreur, la poste peut transmettre sans difficulté. Ça fait éditer un papier en plus, je vous l'accorde, c'est un peu désagréable, mais bon, malheureusement, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour ce sujet-là. Les éditions, compte tenu de votre volumétrie, on peut évidemment faire de l'édition multiple. Donc, on sélectionne une liste, une quantité de déclarations et on les envoie et l'imprimante va les éditer les unes après les autres en gérant effectivement les recto verso ou les pages vides pour ne pas mélanger les déclarations. Parce qu'on a des déclarations qui sont sur page, des fois des pages impaires. Au moment de la validation de vos déclarations, vous pouvez stocker et archiver vos déclarations. Piste d'audit, dans 6 mois, 1 an, contentieux, contrôle de l'administration, on peut revenir dans la GED et retrouver vos déclarations pour retrouver l'original. Comme je vous l'ai dit, les coefficients multiplicateurs sont déjà intégrés en automatique par l'outil et évidemment, c'est l'outil, en fonction des éléments que vous allez lui saisir ou intégrer, qui va calculer, c'est lui qui va faire le calcul en fonction des barèmes dont on a parlé tout à l'heure, Jordan, avec éventuellement les acomptes en fonction de vos surfaces. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors un petit focus maintenant sur les déclarations. Globalement, c'est la même chose. On va faire la 3350 dans un premier temps, celle qui nous intéresse. La campagne, la date butoir, c'est le 15 juin. Ça va arriver vite. Les surfaces sont à jour dans l'outil. Les coefficients de multiplicateurs sont à jour dans l'outil. Donc, vous pouvez d'ores et déjà mettre à jour vos informations et lancer les calculs. Donc, on respecte évidemment les seuils dont a parlé Jordan, donc avec le CA et les surfaces. Les surfaces par tête de réseau aussi. Les dates, plein de dates. Est-ce que vous êtes ouvert avant 1960, oui ou non? Est-ce qu'il y a des fermetures temporaires? Est-ce qu'il y a une ouverture en cours d'année? Les enseignes, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, la notion d'enseigne est importante. Les majorations, on en a parlé un petit peu également tout à l'heure. Donc, en fonction de vos surfaces, du chiffre d'affaires par surface et le QPV, c'est pris en compte. La gestion des stations de service. Donc, la gestion des stations de service, c'est un petit peu particulier. Les habitués d'Optitax savent que c'est soit on met le nombre de volucompteurs et on rajoute un certain nombre de mètres carrés, ou alors on opte pour une autre façon de calculer en fonction de comment exploiter votre station de service. Et dans ce cas-là, c'est un tarif supérieur qui s'applique. L'outil va bien évidemment déterminer vos acomptes et dans le calcul, il va déduire l'acompte que vous aviez payé et déclaré l'année précédente. Si vous êtes supérieur, si vous avez une surface supérieure à 2500 m², l'outil va vous calculer votre majoration de 50% et son acompte. On va traiter également la ventilation si votre établissement est sur multicommune et évidemment, on aura le calcul de la taxe et ou son excédent. Dans le cadre de la cessation, c'est à peu près les mêmes choses, sauf que cette fois-ci, au lieu de se fixer sur les établissements qui sont ouverts au 1er janvier, c'est ça la règle, 1er janvier 2026, je regarde mon parc immobilier, quels sont les établissements ouverts, et donc je déclare ces établissements-là. Si par contre, j'ai un établissement qui ferme en cours d'année, 2026, on fait la 3350 sur 2026. Si c'est un établissement qui est fermé en 2025 en fin d'année, je vais en 2025 et je fais ma déclaration 3350C en 2025. Attention ici, l'échéance ici est un peu différente. Ce n'est pas le 15 juin, ce n'est pas une date fixe, c'est le 15 du 6e mois suivant la date de cessation. Voilà pour la partie déclaration sur la TASCOM. Est-ce que l'on peut passer à la slide suivante? Je crois que je garde la main. Je crois qu'il y a un petit problème du côté de Jordan. Oui. Ok, c'est bon, c'est bon. J'avais mon téléphone sur le clavier. Excusez-moi. Du coup, ça faisait n'importe quoi. Donc, effectivement, avant de passer à la partie de démo sur Optitax, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, vous pouvez soit intervenir sur le chat ou éventuellement lever la main si vous voulez intervenir directement à l'oral. Si des questions arrivent de toute façon pendant la démonstration, ok, super.
Alors, on a Zoubida qui veut intervenir. Bonjour Zoubida. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une petite question. L'année dernière, j'avais rencontré un souci où sur les déclarations, bon, ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte parce que les impôts m'ont interpellé et m'ont demandé pourquoi je demandais. Il y avait une mention express sur la déclaration, demande de remboursement d'excédent de formation, de versement d'acompte sur la majoration de 50% versée en 2024. Bon, après, un mois après, donc au mois de juillet, j'ai su en fait qu'il s'agissait d'une anomalie. Est-ce que vous avez déjà fait des tests ou pas, à savoir si on risque de rencontrer la même anomalie cette année? Alors oui, les tests ont été faits quand on a fait la mise à jour des nouveaux formulaires. On a lancé une campagne de test et cette année, effectivement, il n'y aura pas cette difficulté puisque, alors déjà, la mention express aujourd'hui est désactivée temporairement pour la bonne et simple raison, c'est que sur le formulaire de cette année, dans l'encart qui est réservé à la communication, l'administration a mis un pavé encore plus grand que l'année dernière, si bien que pour le moment, j'ai dû désactiver parce qu'on n'a plus de place pour échanger avec l'administration. Parce que cette notion de mention express permet en fait aux contribuables, dans certains cas, de communiquer avec l'administration quand ils envoient une déclaration. Donc on a un pavé qui est à cette disposition, avec soit un texte, soit des éléments qui étaient prédéfinis, notamment, effectivement, il y a eu un moment, une année, où il y avait eu une baisse d'activité, où il y avait eu une erreur de calcul, je ne sais plus, en tout cas, il y avait cette demande de remboursement. Qui était un peu automatique. Donc, cette mention express, elle est normalement à la disposition de l'utilisateur. J'accepte ou j'accepte pas d'afficher un document ou d'afficher les éléments. C'est une case, c'est pas automatique. On fait une proposition, mais l'utilisateur peut évidemment la désactiver. Et cette année, pour le moment, elle est désactivée. Je suis en cours de je suis en train de recherche pour trouver une solution pour l'afficher malgré tout, parce qu'on peut avoir besoin de cette mention express, mais ça ne sera certainement pas sur le formulaire, puisque je n'ai plus de place, donc ce sera peut-être dans la lettre d'accompagnement. Mais ça va arriver, voilà, ça sera dans les jours prochains, mais le CERFA, sinon, est bien à disposition, et les tests ont été effectués, donc ça n'apparaîtra pas, vous ne serez pas gêné par cette anomalie. Merci beaucoup. On a deux questions dans le chat. Oui. On a Mélanie qui nous dit: doit-on remplir la 3350C si on n'est plus assujetti à la TASCOM en tant que tête de réseau? Alors, la tête de réseau, enfin, voilà, la question, elle est comme ça, je ne comprends pas bien exactement. Soit l'établissement n'est plus concerné, il n'a plus d'activité, etc. Donc, soit il est en dessous des seuils, et il n'a pas de déclaration à faire. Si l'activité commerciale et qu'il est redevable de la TASCOM, il doit faire une déclaration. S'il a changé, les enseignes ont changé, et que l'établissement, du fait du changement des enseignes et de la répartition de la tête de réseau ou de la disparition de celle-ci, l'établissement n'est plus redevable parce que sa superficie à lui tout seul n'est plus concernée, non, du coup, il n'y a pas besoin de faire une déclaration cessation, parce que la cessation, ça veut dire que l'établissement est fermé. Donc, s'il n'y a pas une fermeture administrative, ce n'est pas une cessation qu'on fait. On est dans le cadre toujours d'un établissement actif, avec une activité commerciale, mais peut-être qu'il n'a plus, il n'atteint plus les seuils déclaratifs. Donc, dans ce cas-là, on ne fait pas de déclaration. Attention, par ailleurs, l'administration peut revenir vers vous en disant: attendez, l'année dernière, vous aviez fait une déclaration, cette année, on n'en a pas, est-ce normal? Il peut y avoir un questionnement de ce type-là. Voilà ma réponse par rapport à cette question, en tout cas. Tu as ton micro de coupé, mais du coup, je vais poser la question de Laetitia. Peut-on signer en automatique tous les CERFA 3350 à déclarer? Alors, oui, tout à fait. Il est possible d'inclure dans les paramétrages de l'outil une image de la signature. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était peut-être pas assez clair. En effet, il suffit donc de numériser l'image de votre signature. On la met dans les paramétrages de l'application
il y a un endroit qui s'appelle signature. On définit qu'on veut signer tous les CERFA de TASCOM et la signature va s'appliquer sur tous les CERFA. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de signer, ils seront signés. Ce n'est pas de la signature numérique, elle n'a pas. C'est pas comme un DocuSign, hein, c'est un exemple d'outil où on a une valeur probante derrière. De toute façon, sur le CERFA, on demande une signature, il n'y a pas forcément une grosse valeur derrière, mais en tout cas, ça vous évite de le faire à la main. Voilà, donc oui, c'est faisable. Okay. Merci Bernard, je pense que ça répond aux questions. Voilà, vous pouvez continuer à poser des questions voilà, pendant la démonstration de Bernard qui va rentrer dans OptiTax et donc prendre la main. Et donc toujours, hein, soit lever la main si vous voulez intervenir sur un élément qu'aborde Bernard, soit éventuellement poser votre question directement sur le chat. Ok, alors, on va faire la partie démo. Je prends la main. Voilà, normalement, vous devez voir la page d'accueil d'OptiTax. Oui, c'est bon. Parfait, ok. Donc, ici, vous avez donc la liste des modules, hein, comme d'habitude. Vous avez dans Data les coefficients de TASCOM. Donc, si jamais vous cherchez un coefficient de TASCOM pour une commune qui ne serait pas dans votre parc immobilier, mais pour lequel vous voudriez demain ouvrir un établissement où vous avez des projections, ici, vous pouvez vous trouver toutes les communes avec tous les coefficients. Donc, ça, c'était la petite information. Ce qui nous intéresse, c'est la TASCOM. TASCOM, on est en millésime, c'est-à-dire que la déclaration 2025, c'est la déclaration 2025, la déclaration 2026, c'est la déclaration 2026. Donc ici, je veux faire mes déclarations normales au 15 juin, donc je vais bien en 2026. Ici, vous avez un bandeau vert qui vous indique que la dernière mise à jour des coefficients multiplicateurs de TASCOM, elle a bien été faite et enregistrée dans l'outil à la date du 11 mai dernier. Régulièrement, on va vérifier sur le site des impôts. Il arrive des fois que l'administration communique des coefficients un peu plus tardivement, certaines communes traînent à transmettre. Donc, il est possible qu'à la suite, d'ici le 15 juin, vous ayez la date ici qui change et vous aurez, et là, donc, on a mis 3353 et puis après, à une date, vous aurez une nouvelle date en dessous qui va apparaître avec le nombre de communes qu'on aura mises à jour. Voilà, ça fluctue d'une année sur l'autre, mais en tout cas, sachez que c'est bien à jour. Donc, quand on arrive sur l'outil TASCOM, on a d'abord les sociétés. Donc, ces sociétés que l'on voit ici, ce sont des sociétés qui ont été taguées comme taxables à la TASCOM dans le parc immobilier. Hein. On en a parlé tout à l'heure. On a un écran récapitulatif qui va nous afficher ici les chiffres d'affaires par société, le surface de vente totale, la surface qui est retenue, le montant de la TASCOM. Donc, c'est un état plutôt récap qui nous présente donc le montant de la TASCOM final que je vais devoir payer à l'administration. Je vais rentrer maintenant au niveau établissement. Donc, cette société possède 3 établissements. C'est le même écran. Hein. Je vais avoir mon état récap avec un peu plus de détails. Est-ce que je suis concerné par la majoration des 50%? Quelle est la surface retenue? Le chiffre d'affaires? Les différentes dates? Est-ce que je suis ouvert avant 1960 pour l'exonération? Est-ce que je suis en ZAE ou pas? Mon coefficient multiplicateur? J'ai toutes les informations ici. Donc, c'est un état macro. Ce tableau, je peux faire une extraction. Si c'est cette information qui m'intéresse, je fais une extraction sous Excel et je vais pouvoir rentrer dans ma déclaration. Chaque déclaration est ici. Je vais donc avoir le formulaire. Ce formulaire, il y a une petite pastille de couleur en bas. Donc, initialisé, le formulaire n'a pas été ouvert. Donc, tout est à vide pour le moment. Celui-ci, je l'ai déjà ouvert, notamment pour faire des tests, regarder, etc. Donc, on voit qu'on est en cours. Pas finalisé, mais elle est en cours. Donc, je vais rentrer dedans. Je vais retrouver le formulaire que vous recevez version papier, hein, mais moi, je l'ai de manière informatique, avec en haut, donc, je suis dans le cadre d'une 3350, j'ai ma société qui est concernée et l'établissement. Donc, ça, c'est les petits rappels. Je vais avoir des informations qui sont fournies par l'automatisme de l'outil. Donc, date de début d'exploitation non renseignée, OK, mais comme je n'ai pas renseigné, ben, je considère qu'il est ouvert depuis le 1er janvier. Voilà, on simplifie. Surface de vente 7500 mètres, surface de vente supérieure à 2500 mètres, donc je sais que je vais avoir la majoration. Ensuite, des informations qui reviennent directement du parc immobilier pour situer un petit peu. Donc, on va retrouver le code INSEE, toujours en lien avec le coefficient multiplicateur. Je peux mettre ici les informations du correspondant. Donc, nom, prénom, bah, c'est Bernard Guillou, je peux mettre Bernard Guillou. Je peux
l'appliquer à tous les établissements, je le remplis une fois, je le duplique partout, on gagne du temps, ou je peux le récupérer au niveau de la configuration. Ça a été renseigné dans la configuration d'Optitax, la configuration générale. Je peux récupérer ces informations et je vais l'appliquer à l'ensemble de mes établissements. Les informations sur l'enseigne, les dates. J'ai un établissement ouvert avant 1960, donc si je n'ai pas la date exacte, ça arrive. Ces dates de 1960, c'est quand même très vieux. Des fois, je n'ai pas l'information, donc je peux forcer l'outil en lui disant « c'est une exonération, je le sais, donc je le force » sans renseigner forcément la date. Voilà, je communiquerai avec l'administration par ailleurs, mais je peux forcer l'exonération. Une fois qu'on a importé, donc j'ai les matrices d'importation, je peux importer le chiffre d'affaires, les surfaces avec donc la matrice vierge ou la matrice pré-remplie. S'il existe déjà un existant, je ne vais pas partir de zéro, je peux prendre la pré-remplie et je vais compléter. Donc si je suis QPV, est-ce que j'ai l'exo, les acomptes, le déclarant de la station-service, est-ce que c'est une station-service associée, le nombre de positions de ravitaillement si je suis concerné, donc les enseignes, les surfaces, les chiffres d'affaires, etc. Si j'ai des fermetures, j'ai une matrice dédiée aux fermetures, je peux mettre en masse des fermetures. J'ai les chiffres d'affaires et les surfaces pour la cessation, voilà, et les fermetures pour cessation. Voilà. J'ai toutes les matrices qui sont à disposition. Tchac. Je retourne dans ma société. J'ai mon établissement. Donc, une fois que j'ai importé ou saisi, la saisie est possible. Chiffre d'affaires, 10 millions. Surface, 7500 mètres. On a vu que par défaut, c'est 365 jours parce qu'il n'y a pas d'ouverture en cours d'année ou de fermeture en cours d'année. Je peux avoir des jours de fermeture temporaire qui viendront se déduire. J'ai ici la notion de station-service. Donc là, dans mon exemple, il n'y en a pas, mais on peut avec soit le nombre de volucompteurs, soit le tarif dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai les exonérations, pas les exonérations, les réductions ou les ajustements en fonction du chiffre d'affaires et des surfaces. Et ensuite, j'ai le bouton calculer TASCOM. Hein. Ça va tout se calculer en fonction des éléments que vous avez renseignés. Si je suis sur plusieurs communes, il est où mon... J'ai mon tableau qui apparaît multicommunes. Si j'ai besoin de payer des acomptes parce que j'ai plus de 2500 m², j'ai ce formulaire qui apparaît là, ce cadre qui s'agrandit, hein, qui est lié à la surface. 2000 m², je lance le calcul, hop. Qu'est-ce qui m'a fait j'ai plus de majoration. Compte majoration, ouais, j'ai plus de majoration. J'ai que ce que j'ai payé. Donc évidemment, l'année dernière, j'ai fait un calcul avec une majoration, donc ça vient me déduire l'acompte que j'ai payé l'année précédente. Mais là, j'en ai plus pour cette année. L'acompte de TASCOM, de manière générale, il est calculé si je suis concerné. Donc, on a au final le solde ou un excédent. Donc là, j'ai un excédent parce que l'année dernière, j'avais une surface qui était bien plus importante. Je vais remettre 7500 m². Je calcule. Voilà. Pour le coup, j'ai bien un montant total de TASCOM à payer. Il va chercher pour l'établissement de l'année précédente si j'avais payé des acomptes. Donc là, j'ai payé un acompte. J'ai payé un acompte de majoration l'année dernière. Je peux afficher le CERFA avec ou non la lettre d'accompagnement. Chargé. Donc, j'ai ma lettre d'accompagnement avec la signature si je le souhaite. Donc là, je n'ai pas bien renseigné mon SIE correctement. J'ai mon CERFA avec la signature. On voit ici que c'est complètement renseigné avec les différents calculs. Je peux même, dans le cadre du remboursement, si je suis concerné par le remboursement, je peux renseigner cette partie-là également. Je peux bien évidemment quitter ma page, mais je peux l'archiver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je fais archiver le CERFA, et ce CERFA, il va aller directement dans la GED, stocké, et je pourrai revenir à tout moment.
On vous met à disposition la notice. Si vous avez besoin de consulter la notice de l'administration, elle est à côté, à votre disposition. Je peux valider la déclaration. Une fois que je valide la déclaration, à ce moment-là, j'ai le bouton qui devient verrouillé, pas de manière ferme et définitive, mais en tout cas, je suis passé, j'ai contrôlé, je suis d'accord, validé. C'est en attente d'impression. Je peux ensuite lancer les impressions, mais en tout cas, les utilisateurs ne peuvent plus modifier les valeurs, ils ne peuvent plus changer. Hein. Si j'ai besoin, parce que je me rends compte évidemment que j'ai fait une petite erreur et j'ai besoin de corriger, je peux réactiver la déclaration. Et de nouveau, j'ai la main, je peux saisir et je peux lancer de nouveau le calcul. À chaque fois que je fais un calcul, vous avez ici l'information de qui a lancé le calcul. Donc là, c'était bien moi. À la date et à l'heure du jour, on a un suivi. Voilà. Je peux verrouiller le formulaire complètement pour ne plus avoir de modifications possibles. Et il faut savoir qu'il est possible, évidemment, le cas échéant, de faire des réclamations. Si jamais ça peut vous arriver, vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, il y a une erreur où l'administration vous a imposé plus que ce que vous avez déclaré, où il y a quelques discussions possibles, on peut créer une réclamation. Voilà, donc j'ai ajouté une réclamation, j'explique pourquoi, comment, etc. Et c'est stocké dans l'outil la réclamation. Et si l'administration vous répond, on peut stocker la réponse également. Donc on a un suivi avec l'administration. Donc là, on a vu les déclarations 3350 normales. Évidemment que dans l'année, j'ai fermé des établissements. Eh bien, j'ai un onglet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un onglet cessation. Ouais, j'en ai pas, j'ai pas fermé d'établissement. J'ai un onglet cessation qui apparaît. Je vais me mettre en 2025. Je n'ai pas mis pour cette société non plus, même en 2025. Excusez-moi. Je n'étais pas censé faire la démo, hein, je suis désolé. Je le fais un petit peu à brûle pour point là. Donc, si j'ai un établissement qui est fermé au cours de l'année, l'outil va le voir et donc va me mettre le formulaire, l'établissement ici, et j'aurai le formulaire cessation qui sera à disposition. Alors, est-ce que j'ai une cessation ici peut-être là? Hop. Non plus. OK. Bon. C'est pas grave. Je vais prendre un établissement lambda. Voilà. Je vais lui dire malgré tout que cet établissement est en cessation parce qu'au cours d'une année, on peut très bien faire une déclaration 3350 et puis parce qu'on arrive au 15 juin et puis un peu plus tard sur le deuxième semestre, l'établissement ferme. Donc je peux avoir une déclaration 3350 accompagnée d'une 3350C. Donc je vais retrouver les éléments. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut importer les documents, les informations. Je peux évidemment relancer le calcul, afficher le CERFA qui sera un 3350C cette fois-ci, qui sera pré-rempli des éléments que j'aurai renseignés dans l'outil. Donc là, on a bien le C. Voilà, toujours avec la signature, avec les éléments qui vont apparaître dessus. Je peux également l'archiver, etc., etc. Vous avez la notice 3350C. Si jamais je me suis trompé, je peux supprimer cette déclaration. On a tout à fait le même mode opératoire. Là, je vous ai montré donc le calcul, comment lancer le calcul pour une déclaration. J'ai un bouton calculer de la TASCOM pour la société, parce que je suis dans la société TASCOM numéro 1, mais j'ai également, au niveau société, un bouton, normalement, qui me permet de tout calculer les TASCOM. Au niveau de l'édition, on peut aller dans le menu Burger, on a édition multiple, et là, quelle que soit la société, toutes les déclarations qui sont en validation, donc prêtes à être imprimées, elles vont apparaître ici. Je vais pouvoir toutes les sélectionner et lancer l'édition du CERFA 3350. Donc, je suis en 3350, mais je pourrais avoir la même chose en 3350C. Si j'en ai ici, je peux donc sélectionner les déclarations et lancer l'édition multiple. Voilà. On a dans l'outil une gestion donc, des paiements. Donc cette année, la rare nouveauté qu'il y a eu au niveau de la TASCOM cette année, c'est que l'administration a supprimé le numéraire. Donc on a retiré nous aussi la colonne numéraire. Vous avez donc virement ou l'ancien
anciennement chèque qui s'appelle maintenant autre. Il faut que je fasse changer cette étiquette, c'est autre moyen de paiement. Mais ici, vous allez retrouver, je sais qu'on a des utilisateurs qui utilisent comment dire, cet état, ils éditent, ils font une sortie donc sous Excel, parce qu'on a la liste de vos sociétés et de vos établissements avec les coordonnées bancaires des SIE. Les coordonnées bancaires se trouvent dans le parc immobilier, elles sont associées à vos SIE. On a les coordonnées bancaires des SIE, donc à partir du moment où c'est renseigné dans le parc immobilier, comme je le disais tout à l'heure, eh bien ici on va retrouver les numéros d'information, les numéros de compte, etc. Et on peut notamment quand je fais un virement, je vais retrouver les références pour faire les virements auprès des SIE. Voilà. Voilà, concernant la TASCOM, je vous ai présenté les fonctionnalités les plus importantes qui permettent de répondre à cette campagne. Ok, alors je vais reprendre la main sur la présentation. Merci Bernard. Alors pour votre information, vous l'avez peut-être remarqué, mais Bernard n'était pas censé faire cette démonstration sur l'outil. C'est Cécile qui devait le faire, mais voilà, elle a eu un empêchement et Bernard a pu le faire au pied levé à la dernière minute. Voilà, d'où le fait qu'il n'ait pas pu vous montrer des établissements fermés parce qu'il n'avait pas prévu de faire la démo. En tout cas, merci Bernard. Et donc, on repasse à une session de questions justement pour cette utilisation vraiment dans le petit axe de la TASCOM. Donc, comme tout à l'heure, on peut poser des questions écrites ou éventuellement lever la main. Là, on a une première question pour la télétransmission possible d'envoyer directement à l'EDI, à l'administration. Alors, pour le coup, effectivement, je voulais aborder le sujet. Alors, c'est un peu, comment dire, c'est un peu compliqué la communication de l'administration fiscale par rapport à l'EDI. Ça fait des années que l'administration nous indique que la TASCOM va être dans un formulaire donc, de télétransmission, va être transformée en télétransmission, mais à chaque fois, l'administration recule d'un an. Ça fait au moins 5-6 ans, je ne vous le cache pas, que l'administration nous fait le coup. Elle annonce dans la loi de finances ou lors des réunions qu'on peut avoir avec elle, elle nous dit, écoutez, telle année, on passe en télétransmission. Et lorsqu'on approche de l'année, on a une nouvelle communication qui nous dit, pour des raisons X ou Y d'ailleurs, eh bien, on ne pourra pas le faire. Donc la dernière fois, on devait être en télétransmission donc, en cours de l'année 2026. Vous voyez bien qu'on va le faire version papier, toujours. L'administration nous a dit que ça serait pour 2027. Donc, je ne l'ai pas écrit dans mes slides parce que je ne veux pas m'engager, enfin, je ne voudrais pas engager et dire des choses qui peuvent encore évoluer. Donc, aujourd'hui, ce n'est que du papier. L'administration a parlé de 2027 maintenant. Mais je ne suis pas l'administration. Je vous redonne l'information que j'ai au moment où on se parle. Mais si ça arrive, on sera les premiers satisfaits et on fera le nécessaire de transformer l'outil pour qu'il puisse télétransmettre. L'outil OptiTax gère la déclaration des loyers, c'est de l'EDI, gère la déclaration de CVAE, 1330, 1329, c'est de l'EDI. Donc, nous avons l'expérience, on sait faire. Nous travaillons avec un portail, donc ça, on est équipé, il n'y a pas de problème, on attend que ça. Dès que l'administration nous donne le cahier des charges, soyez sûr qu'on fera la mise à jour et qu'on viendra vers vous pour vous indiquer les éléments. Merci Bernard pour cette réponse complète. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement prendre la main ou ajouter quelque chose ou poser une question? Vous pouvez toujours le faire. En attendant que d'autres questions arrivent potentiellement, comme vous savez, à chaque fin de webinaire, on vous demande est-ce que vous avez apprécié ce webinaire sous ce format-là, sachant que nous, effectivement, les notes en dessous de 9, on les considère comme à améliorer et potentiellement, on se laissera la liberté, Emma reviendra vers vous, potentiellement pour vous demander un petit peu comment on peut améliorer ces webinaires-là. Et pendant que vous notez de 10 à 0, si vous voulez donner de plus mauvaises notes, vous pouvez diminuer. En attendant, on a une question. La case CHQ correspond à la case virement sur le CERFA. Est-ce que ceci a été corrigé? Sinon,
quand la modification aura lieu. Alors oui, tout à fait. Il y a une inversion, effectivement. Il y a une inversion sur le formulaire. C'est-à-dire, quand on a fait la mise à jour, on s'est assuré de mettre les bons champs, évidemment. Et puis, on s'est rendu compte que l'administration avait interverti les champs sur son formulaire, parce que nous reprenons le formulaire de l'administration avec les champs du formulaire. Donc, on a été surpris. L'information, effectivement, a été remontée donc, par un utilisateur. Je pense peut-être que c'était vous, du coup. Nous avons délivré la semaine dernière un correctif dans ce sens. Ça a été délivré jeudi dernier. Donc, en principe, c'est corrigé depuis vendredi matin. Ah bah, bonne nouvelle. Hein. Emma, tu veux peut-être conclure? On pourra Très encore éventuellement répondre à des questions. Évidemment, il nous restera encore une dizaine de minutes. Oui. Alors, merci beaucoup Jordan et Bernard. Je reprends donc la main pour les actualités du club. On a un programme qui est déjà bien chargé pour les mois à venir. On se retrouve dès le mois prochain, fin du mois plutôt, pour un webinar où on va vous présenter l'avenir que va donner L'Oréal à ces solutions de gestion de la fiscalité locale, donc à Optitax et Alphonse. Et ça sera présenté par Jordan qui est présent aujourd'hui et par Bénédicte, notre directrice produit. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire et je vous laisse la parole sur ces dernières minutes qu'il reste. Si vous avez des questions à vous poser entre l'utilisateur sur le sujet évoqué, c'est un nouveau format qu'on met en place pour communiquer entre vous à la fin des webinaires. Et si vous avez également d'autres questions pour Jordan et Bernard, on prend ces quelques minutes pour vous. Et sinon, je vous dis au mois prochain pour le prochain webinaire. Voilà, effectivement, il y a d'autres questions. Donc, ceux qui ne sont pas forcément intéressés par les questions, vous pouvez éventuellement nous quitter, mais on va répondre aux questions. En plus, c'est de l'outil et Bernard, donc je pense qu'il faut que tu repartages ton écran. Je vais te guider sur les questions qu'on a. La première, c'est Zoubida qui nous demande où est-ce qu'elle peut changer la signature. Alors là, on ne t'entend pas et on ne voit pas encore ton écran. Oui, pardon, voilà. Ouais, vas-y. Ça arrive. Alors, je vais repartir de zéro, hein, excusez-moi. Voilà, donc la page d'accueil. Donc, la Alors là, on voit signature. pas. Voyez pas, pardon. Pourtant, j'ai fait un. Ah oui, j'ai pas fini le partage. Il y a la fenêtre qui demande quel écran, c'est celui-ci. Pardon. Donc, sur la page d'accueil, donc il faut aller dans Configuration. Configuration, on a paramétrage de l'application. Et là, on a gestion des signatures. Donc, on peut ajouter des signatures, on peut modifier des signatures et on peut affecter des signatures par type de taxe parce que la personne qui va signer les 1330, c'est peut-être pas la même personne qui va signer la TASCOM. Donc, c'est là où vous pouvez, je vous laisse après ajouter ou modifier selon votre cas et donc simplement une image de signature qu'on peut aller dans l'outil. Voilà. Donc, ça, c'est la signature que vous avez vue sur, non, c'était là, sur mon Cerfa. Voilà, c'est la même. Donc, c'est ici qu'on le trouve. Là, Bernard, les formats acceptés, c'est quoi? C'est du PNG, JPG, c'est ça? Oui, exactement. Des choses tout à fait standards et classiques. Est-ce que c'est précisé là? D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais à ce moment, par défaut, je pense que si vous avez une difficulté, vous posez la question au support et Cécile pourra tout à fait vous aider et vous assister dans l'intégration de votre signature. Ouais, c'est le genre de questions sur lesquelles on est en train de travailler sur une base de connaissances avec des articles d'aide qui pourraient éventuellement répondre à ce type de questions, parce que peut-être que certaines personnes ne savaient même pas que cette fonctionnalité existait. On avait une deuxième question sur ce sujet-là, donc c'est bon. Et enfin, Laetitia qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les ISIBAN des SIE. Donc, si Tout tu à peux fait. nous guider. Donc, parc immobilier, je vais dans ma société. J'ai donc ma liste des établissements. Je prends un établissement quelconque. Dans ma fiche établissement, je vais avoir, alors, c'est un peu riche, je cherche contact administration, voilà. Le SIE,
Centre des impôts SIE, il est là. Et je peux aller chercher donc nouveau. Je suis dans quel centre des impôts? OK. Ajouter. Il ne me met rien. Alors, je vais chercher un autre, n'importe quoi. Est-ce que j'ai une liste? Est-ce qu'il me trouve? Je ne veux pas le créer. Copie de filasse de référence, sélectionner. On va faire ça. Donc, celui-là. Voilà. Donc, pas maintenant. J'ai un SIE. OK. Je l'ajoute. Il est là. Et normalement, elles sont mes coordonnées. Où est-ce que j'ai mis mes coordonnées? Au niveau de la trésorerie, par hasard? Non, je crois que c'était au niveau. Ah non. Ok. Attendez, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. J'ai un trou de mémoire. Comment je fais pour récupérer liaison? Non, on est d'accord. Administration. Centre des impôts. Où est-ce que je trouve? Eh bien là, tout de suite, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai un trou de mémoire, il faut que je recherche. Je mettrai C'est dans l'information. data, c'est dans data. A priori. Oui, Oui, mais dans data, data. c'est global data. Normalement, dans Ah. le parc immobilier, on doit pouvoir, quand on fait la liaison avec entre l'établissement et son SIE, on doit Ouais. avoir accès ensuite au RIB du SIE. La data, oui, on va avoir quelque chose de global. Il n'y a pas de. On va avoir tous les RIB, ça, je n'ai pas de problème, mais on devrait avoir mieux directement dans le parc IMO. Donc, soit le truc a disparu, c'est une petite anomalie, je ne sais pas, je vais voir, il faut que je cherche, mais ça devrait être dans le parc immobilier pour vous n'ayez pas à chercher SIE par SIE, mais que vous ayez bien vos IBAN liés à vos SIE et vos établissements. Alors là, on est peut-être en train de nous guider à nouveau. Donc, a priori, il faut retourner dans Parc Immo, puis Burger. On attend peut-être la suite. Banque, mais ça, c'est les banques, c'est pas les centres des impôts et trésorerie. Sinon, voilà. là, il y a les éléments. Si tu mets le petit crayon, là, tu peux pas le modifier directement? Ah non. Là, c'est là, ouais, c'est exactement. Ok. C'est là. Merci. J'avais oublié. Donc là, on peut aller chercher, effectivement, on a tous les IBAN que l'on a et en fonction du code postal ou de la commune, on peut retrouver admettons, on va mettre, là je peux choisir celui-là, et je vais avoir les informations bancaires qui vont venir s'alimenter. Alors, donc, du coup, on était allé dans Parc Immobilier, et là, tu es allé dans Centre des impôts, ça? Parc Immobilier, Burger. Menu Burger, ouais. Centre des impôts. Donc là, on a les SIE qui sont liés à la base et à ce que l'on retrouve dans le parc immobilier, ceux qui ont été alimentés. Donc, on peut en ajouter, évidemment. Donc, je peux modifier ceux qui ont déjà été renseignés et sélectionnés, mais je peux aussi donc ajouter un nouveau. Donc, je peux aller chercher ce qui existe aujourd'hui dans la base ou aller chercher dans notre base de référence. On a une base qui existe dans OptiTax, dans Data. Donc, ça me permet d'alimenter toutes les informations sur le SIE. Une fois que le SIE est créé, voilà, je peux rentrer dedans et cette fois, je peux aller chercher les coordonnées bancaires. Alors là, est-ce que je les ai pour celui-là? 58. Alors, c'est la commune. La commune, c'est département de la Nièvre. OK, Nevers. Donc, le code postal, il ne le connaît pas. Est-ce que j'ai Nevers? Oui, j'ai Nevers. Je peux sélectionner et je vais avoir les coordonnées bancaires qui vont apparaître. Et après, il faut lier ton établissement à ton SIE.
Exactement. Sinon, ça ne s'affiche pas. Sinon, il n'y a pas de lien, effectivement. Donc, si j'ai l'établissement est déjà rattaché parce qu'il est sur la commune ou en tout cas il dépend de Nevers, eh bien, je vais pouvoir hériter de ces informations-là. Sinon, il faut faire la liaison comment dire, quand je reviens au niveau des sociétés, de ma fiche établissement. Contact. Et là, je peux aller chercher, donc, je ne sais plus combien c'était, Nevers. Après, Voilà. tu penses que tu peux. Ouais, voilà. Ok. Et voilà, et je l'ai Ouais. récupéré. Ok. Super. En tout cas, merci Mathilde, hein, parce que je pense que c'est vous qui se cache derrière le nom Shiver hein, pour nous avoir guidés. N'hésitez pas, s'il vous reste des questions, si vous avez des questions entre vous, si vous voulez partager des choses, il reste 4 minutes. N'hésitez pas sur ces 4 minutes qui restent pour vos dernières questions. Je pense que c'est bon. Si plus personne n'intervient. Bon, bah parfait. Très bien. Bah, merci beaucoup à vous d'avoir pris du temps pour ce webinaire et d'avoir participé. Et on se retrouve le mois prochain. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Merci. Très bon Bonne après-midi. Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.